j'y pense souvent. J'habite pas très loin de Guermantes, donc parfois je traverse Guermantes et cette ville est naturellement pour moi associée à la disparition d'Estelle Mouzin. Donc je pense à tout ce qui s'est passé pendant ce procès, aux images qu'on a pu voir et je pense à Estelle aussi. Je suis dans le coin, oui, c'est une affaire où on peut pas ne pas y penser, on peut pas l'oublier en fait. Elle reste, elle marque. Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin, une petite fille de 9 ans, disparaît alors qu'elle rentrait de l'école, à Guermantes, en Seine-et-Marne. L'enquête piétine durant des années et il faudra attendre 2019 pour enfin savoir qui a enlevé la fillette. Monique Olivier passe aux aveux et accuse son ex-mari, Michel Fourniret. Mais le tueur en série meurt avant d'avoir été jugé dans cette affaire et le corps d'Estelle ne sera jamais retrouvé. 20 ans après l'enlèvement, Monique Olivier fut la seule à comparaître pour ce crime. Elle a été condamnée à la perpétuité le 19 décembre 2023. Laura Bourven, journaliste pour l'hebdomadaire local La Marne, a couvert ce procès hors norme, le tout premier du pôle Cold Case à Nanterre. Pour cet épisode du podcast En première ligne, elle raconte comment elle a travaillé sur une affaire si compliquée et un procès tant attendu. Laura, c'est bon, on peut y aller ? Ouais, on y va. Alors toi, Laura, quand tu arrives à la Marne à l'été 2020, c'est bien ça ? C'est ça. J'imagine qu'on te parle rapidement de l'affaire Estelle Mouzin. Quand j'arrive à la rédaction à l'été 2020, l'affaire est vraiment relancée. Quelques mois avant, Monique Olivier a dénoncé en fait son ex-mari, a détruit totalement son alibi qui le couvrait jusqu'à présent. Et plus tard, Michel Fourniret va avouer avoir enlevé Estelle Mouzin. Donc quand j'arrive, il y a un nouveau souffle en fait dans cette affaire. Et les fouilles vont reprendre dans les Ardennes pour essayer de retrouver le corps d'Estelle. Donc voilà, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu parler de cette affaire. Je suis née en Seine-et-Marne. En tout cas, j'ai grandi en Seine-et-Marne. J'ai toujours entendu parler dans les médias, même autour de moi, de la disparition d'Estelle Mouzin. Je suis née quelques années avant cette affaire. Et en fait, on grandit dans cette ambiance, dans tout ce qui s'est passé. Moi, j'en ai parlé avec des amis qui se souviennent avoir été vraiment marqués par cette affaire, la vigilance qu'il doit y avoir autour, parce qu'en fait, on vivait à 20 minutes de Guermantes. Donc oui, c'est une affaire qui m'a toujours parlé, dont j'ai toujours entendu parler, avant même de devenir journaliste et de le traiter sur un plan professionnel en fait. Toi, quand tu arrives à la Marne en 2020, on est donc 17 ans après la disparition d'Estelle. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'enquête. Ça doit pas être facile de prendre une affaire en cours. Non, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'à la rédaction de La Marne, il y a très peu de journalistes qui étaient là au moment de la disparition. Et donc, on doit se mettre à jour. Donc lire des archives, se renseigner avec des documentaires, des émissions sur l'affaire. On parle aussi à des journalistes qui étaient présents sur place au moment des faits pour savoir comment ça s'est passé. Là, je précise en fait que vous avez sorti début 2023 un dossier spécial dans le journal qui revient sur les 20 ans de la disparition d'Estelle. Et donc c'est à ce moment-là que vous avez mené tout ce travail que tu décris. Oui. Pour ce triste anniversaire, on s'est dit qu'il fallait faire un point et un bilan en fait de ce qui s'est passé ce jour du 9 janvier 2003, mais pas que, sur toutes ces années en fait, sur ces 20 ans, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Cette affaire, elle a bousculé la justice française aussi sur certains points. La création du pôle Cold Case, mais aussi la création de l'alerte enlèvement qui a été imaginée à la suite de cette affaire. Et donc, on a voulu vraiment avoir un point de vue global de cette affaire, de la disparition d'Estelle Mouzin et de tout ce qui en a découlé ensuite pendant 20 ans. Lorsque Monique Olivier se présente devant la cour d'assises de Nanterre le 28 novembre 2023, elle a déjà été condamnée à 2 reprises à la perpétuité. D'abord en 2008 pour complicité dans 7 autres meurtres commis par Michel Fourniret, puis une nouvelle fois en 2018 pour complicité d'assassinat. En 2023, elle est jugée pour son implication dans 3 affaires. L'enlèvement, la séquestration et la mort de Marie-Angèle Domès en 1988, Johanna Parish en 1990 et Estelle Mouzin en 2003.
Lorsqu'elle a suivi le procès, Laura s'est concentrée seulement sur l'affaire Mouzin pour le journal local qu'elle représentait. Donc en novembre 2023, il y a le procès de Monique Olivier. Puisque vous êtes plusieurs à la rédaction de La Marne à avoir travaillé sur le dossier de l'affaire Mouzin, comment vous décidez que c'est toi qui vas aller au procès ? C'est vraiment une discussion en interne. On sait que le procès va arriver quasiment un an avant. Et pendant l'été, avant cette date, j'y ai pensé un petit peu. Je me suis dit que j'aimerais bien en fait, le couvrir d'un point de vue personnel et surtout professionnel en fait, parce que c'est un procès hors norme. Et donc à la rentrée, j'en ai parlé à ma rédactrice en chef. Je lui ai demandé si elle acceptait en fait que je puisse couvrir le procès, parce que je sais que c'est compliqué pour nous dans une rédaction locale de s'absenter pendant autant de temps, parce que le procès a duré plus de 3 semaines. Et en fait, elle a accepté. À l'époque, c'est ton premier procès d'assises ou tu en as déjà couvert ? Non, j'en ai jamais couvert, c'est vraiment la première fois. Et comment tu t'es préparée ? Dans quel état d'esprit tu étais ? Je me suis fortement préparée. J'ai lu beaucoup d'articles, j'ai vu beaucoup de documentaires sur Monique Olivier, pas que sur l'affaire Estelle Mouzin, mais sur aussi Monique Olivier et Michel Fourniret, pour comprendre aussi le fonctionnement de ce couple. Donc c'était ton premier procès d'assises, mais aussi un procès hors norme, un procès historique, puisque c'est le tout premier du pôle Cold Case à Nanterre, qu'on appelle aussi le pôle pour les crimes sériels et non élucidés, qui a été créé donc en 2022. Le dispositif, en plus, pour le procès de Monique Olivier, était assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous le décrire ? Oui, il était impressionnant parce qu'en fait, c'est un procès qui a été très suivi par les médias. Il y avait 400 journalistes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a 400 accréditations qui ont été délivrées. Il y avait dans le tribunal des moyens mis en place pour accueillir tous ces journalistes. La salle de procès a été entièrement rénovée pour ce procès-là, donc avec un espace plus grand pour pouvoir accueillir les journalistes, des prises pour nous permettre de travailler. Il y avait des barnums, il y avait des salles de retransmission de l'audience en fait. Quand on rentrait dans le tribunal à Nanterre, il y avait une file pour nous diriger spécialement dédiée à ce procès-là. Donc c'était vraiment un événement au tribunal de Nanterre. Et c'était aussi un procès qui était très suivi, il y avait du public et il y avait aussi beaucoup de moyens mis en place du côté de la défense comme des parties civiles. Il y avait 10 avocats au total, 7 pour les parties civiles, 3 rien que pour Monique Olivier. Donc oui, c'est un procès hors norme aussi du point de vue de tous ces chiffres en fait. Alors ce n'est pas tous les jours que l'on se retrouve face à la complice de celui qu'on décrit comme le tueur en série le plus abouti de France. Monique Olivier, elle a aussi participé aux crimes, aux enlèvements, aux viols, aux meurtres. Comment, toi, tu l'as perçue ? Est-ce que tu peux décrire Monique Olivier telle qu'elle t'est apparue pendant ce procès ? Alors, sur les premières minutes, quand je suis dans cette salle d'audience au premier jour du procès, que je la vois entrer dans le box des accusés, j'ai l'image d'une femme impressionnante. Elle est grande, elle est assez costaud, carrée sur son aspect physique. Et je me dis peut-être qu'elle m'impressionne un peu parce que je sais tout ce qu'elle a fait en fait pendant ces années. Mais après, c'est une autre image en fait qu'on a eue tout au long du procès. C'est une femme qui est relativement effacée, qui regarde par terre, qui regarde ses pieds, qui parle très peu, à part s'excuser, elle dit pas grand-chose. Elle bégaye, elle bredouille, elle a pas de phrase très construite en fait. On se demande si en fait elle veut pas trop en dire, donc elle s'empêche de parler, ou est-ce qu'elle a vraiment rien à dire ? Est-ce qu'elle a honte ? À un moment donné, elle le dira qu'elle a honte, mais en tout cas, c'est une femme qui est pas très affirmée pendant tout le long du procès, alors que physiquement, en tout cas, quand elle est arrivée au début, j'avais cette image effectivement d'une femme impressionnante. Quand on lit tes articles, tu en as écrit une douzaine, je crois. On comprend qu'il y a eu plusieurs journées clés durant ce procès qui a duré 3 semaines. J'aimerais d'abord que tu reviennes sur la journée de témoignage des proches d'Estelle Mouzin. C'était une journée forte, c'était une journée attendue aussi. On a aussi un témoignage fort qui est le témoignage de la mère d'Estelle Mouzin. C'est une femme qui est plus effacée dans les médias.
depuis 2003. Elle a parlé au tout début de l'affaire et puis elle a disparu de l'espace médiatique. Et donc on attendait beaucoup d'avoir sa prise de parole, d'avoir son ressenti sur toute cette affaire. Elle est intervenue en visioconférence parce qu'elle ne se sentait pas en fait se déplacer jusqu'à Nanterre, jusqu'à la salle d'audience pour être confrontée à Monique Olivier. Et ça a été un témoignage fort parce qu'on ressent en plus de la culpabilité de sa part, alors que ce n'est pas de sa faute, hein, mais oui, elle s'en veut d'avoir laissé sa fille rentrer toute seule de l'école, comme le font des centaines de parents. Mais elle s'en veut et elle demande à Monique Olivier des réponses, comment elle a pu laisser faire ça, mais elle n'a pas de réponse en face. Donc là, on est arrivé à Guermantes, on est devant la boulangerie. Tout à fait, donc la boulangerie, là, on est dans un petit centre-bourg où il y a 2-3 commerces, dont cette fameuse boulangerie qui était déjà là en 2003. Et en fait, c'est un point important, cette boulangerie, parce que c'est la dernière fois qu'on a vu Estelle. Elle rentrait de l'école et la dernière fois qu'elle est aperçue, c'est devant cette boulangerie. Voilà. On est à peu près au milieu du parcours entre l'école et la maison de la mère d'Estelle, où elle vivait. Les parents étaient séparés, elle vivait chez sa mère. Le parcours dure 1 kilomètre, même pas. Quand elle disparaît, il est 18h passées, à peu près. Donc il fait nuit, il fait froid. C'est donc un mois de janvier qui est très très froid en Seine-et-Marne à ce moment-là. Il y a de la neige, il y a du verglas même, parce qu'en fait quand on lance des recherches, on va briser la glace de certains lacs aux alentours pour la retrouver. Donc c'est vraiment un signe qui faisait très très froid. Elle avait une doudoune, un béret, elle était bien emmitouflée. Et c'est là qu'elle a été aperçue la dernière fois. Guermantes, c'est un petit village, il y a quoi, il y a 1000 habitants? Oui, c'est ça à peu près. Là, on marche là dans une rue avec des maisons. Il faut s'imaginer que sûrement les maisons autour de nous, et en fait, il y a 400 maisons qui ont été ouvertes par la police. Ils ont cherché dans les caves, ils ont cherché partout pendant quelques jours parce qu'ils sont restés... Ils sont restés plusieurs jours à Guermantes et aux alentours. Pas très loin, il y a un golfe. Ils ont fouillé au niveau du golfe. Il y a un lac. Il y a eu des hélicoptères aussi pour voir depuis le ciel. Peut-être un indice qu'on n'aurait pas vu depuis la Terre. Donc ouais, la tension a été très intense sur Guermantes pendant ces premiers jours. Après avoir accusé Michel Fourniret de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin, Monique Olivier a fini par reconnaître sa participation active dans la séquestration. Lors de la 13e journée du procès, elle est interrogée en détail sur les dernières heures de la petite fille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en pendant très longtemps, le couple a chassé, et je mets des guillemets sur le mot chasser, mais c'est le terme qu'ils utilisent, ensemble, des jeunes femmes vierges, c'est ce qu'ils cherchaient. Et à cette époque-là, Michel Fourniret essaye de se détacher un peu de Monique Olivier et part chasser seul. Il la prévient et il l'appelle en fin de journée pour lui dire qu'il a trouvé un très beau petit sujet, que je mets entre guillemets aussi, et que donc Monique Olivier doit lui fournir un alibi, ce qu'elle fera. Et c'est cet alibi-là qu'elle a ensuite démonté en 2019. Et ensuite, Michel Fourniret va ramener Estelle Mouzin dans une maison qu'il a héritée, dans les Ardennes, à Ville-sur-Lume. Donc c'est une maison délabrée, insalubre, et Estelle Mouzin va être séquestrée dans une pièce du premier étage, une chambre. Il fait très froid, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. On sait que Monique Olivier, en fait, elle va rejoindre son mari sur place, parce qu'en fait son mari et elle travaillent en tant que surveillants dans une école en Belgique. Ce qui est peut-être assez fou quand on entend cette histoire-là, surtout que Michel Fourniret a déjà fait de la prison pour des faits de violences sexuelles. Donc en fait, Michel Fourniret doit aller travailler. C'est comme ça que Monique Olivier arrive à Ville-sur-Lume pour garder la petite Estelle. Et ça va être sa première rencontre avec Estelle. Elle le raconte pendant ce procès. Elle dit avoir été assez choquée
de l'âge d'Estelle Mouzin, qui est très jeune. En fait, c'est la plus jeune victime de Michel Fourniret. Et donc, elle dit avoir été assez choquée et tellement choquée qu'elle ne veut pas vraiment avoir de contact avec cette jeune fille. Donc, à part lui servir un verre d'eau, essayer de la rassurer. Elle dit qu'Estelle réclame beaucoup sa maman. Et Monique Olivier va lui mentir, va lui dire qu'elle va bientôt la revoir. Et ensuite, elle va fermer la porte et elle ne va plus voir Estelle Mouzin avant le retour de Michel Fourniret, qui ensuite... En fait, on ne sait pas ce qui se passe. C'est après. Ça, voilà, c'est pour ça que je marquais un blanc. Elle ne donne pas de détails sur ce qui s'est passé, ce que Michel Fourniret a fait à Estelle Mouzin. Personne ne le sait, puisque je rappelle que Michel Fourniret est mort 1 an après avoir avoué. Et durant le procès, on n'aura pas d'autres éléments. Non, on n'aura pas d'autres éléments. Même lui ne raconte pas, avant son décès aux enquêteurs, concrètement ce qu'il a fait. Il dit qu'il se souvient, mais pas vraiment en fait de qui est Estelle Mouzin. Faut rappeler qu'il était atteint d'Alzheimer sur la fin de sa vie. Et non, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, on peut se douter en fait, parce que ce n'est pas le premier cas, la première victime, mais on ne sait pas. Et il va agir seul à partir du moment où il va se retrouver dans cette chambre avec Estelle Mouzin jusqu'au moment où il l'enterre. Monique Olivier raconte qu'elle a accompagné Michel Fourniret au bord d'un chemin pour aller enterrer Estelle Mouzin, mais qui lui a demandé de rester dans la voiture et de ne pas l'accompagner. Donc c'est pour ça aussi qu'elle dit qu'on ne retrouve pas Estelle Mouzin. Elle dit que tous les éléments qu'elle avait en sa possession, elle l'a donné à la justice. Mais on n'a jamais retrouvé le corps et on ne sait pas où est-ce qu'il l'a enterré, puisqu'il l'a enterré seul. Moi, il y a une phrase qui m'a interpellée, qu'Éric Mouzin a prononcée plusieurs fois. Il dit « En 15 secondes, Estelle a été enlevée, elle disparaît et elle est tuée dans les 24 heures. Pendant 20 ans, on a cherché à résoudre ces 15 secondes. » Pendant très longtemps, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé pendant 15 secondes. On a cherché autour alors qu'elle n'était plus là et que ça s'est passé super vite. Elle n'est pas restée à Guermantes en fait, Estelle Mouzin. Elle a été enlevée, elle a été amenée à 200 km d'ici. Elle a été séquestrée et en fait elle n'a jamais remis les pieds à Guermantes. Elle est partie en quelques minutes. Et pourtant, pendant toutes ces années, le nom de Michel Fourniret revient plusieurs fois dans l'enquête. La police va toujours écarter cette piste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, Michel Fourniret est arrêté en 2003 en Belgique. Et les Belges disent à la France assez rapidement qu'il faudrait peut-être s'intéresser à son profil dans la disparition d'Estelle Mouzin. Mais la justice française ne prend pas vraiment au sérieux en fait cette indication de la Belgique, parce qu'ils estiment que Michel Fourniret a un alibi. Il aurait appelé son fils et l'appel n'a pas été émis depuis la Seine-et-Marne, donc il ne pouvait pas être en Seine-et-Marne. Mais ils ne vont pas chercher beaucoup plus loin. Pourtant, il y a effectivement des indices et pendant le procès, on va revenir un peu sur toute cette enquête et toutes les pistes qui auraient peut-être pu mener à Michel Fourniret bien plus tôt. Donc oui, pendant 17 ans, on piétine totalement. Le père d'Estelle Mouzin a souvent répété qu'il n'attendait rien de Monique Olivier. Pourtant, il y avait quand même un espoir dans ce procès, c'était de savoir enfin où est le corps. Mais Monique Olivier n'a rien dit de plus à ce sujet. Les avocats des parties civiles ont même critiqué les interrogatoires ratés du président de la cour d'assises quand il interroge Monique Olivier. Est-ce que c'est un sentiment que tu as partagé ? Oui, c'est un sentiment qu'on a tous ressenti, même on a discuté avec les autres journalistes présents sur place. C'est un interrogatoire qui est très dur. Il ne laisse pas parler Monique Olivier, pourtant on sait qu'il faut l'interroger longuement. À chaque fois qu'on a obtenu des petits éléments supplémentaires, c'est à chaque fois parce qu'elle a été interrogée pendant de longues heures. Donc on n'attendait pas grand-chose de Monique Olivier. Dès le début du procès, de toute façon, elle a dit qu'elle ne sait pas où se trouve le corps d'Estelle Mouzin. C'était ça l'enjeu, il manque en fait ça. Où est le corps ? Elle dit qu'elle ne sait pas. Elle s'excuse tout au long du procès pendant les 3 semaines en disant qu'elle ne sait pas, que si elle le savait, elle le dirait, mais qu'elle ne savait pas comment expliquer à la cour autrement qu'elle n'avait pas ces éléments-là. C'est ce qu'elle dit. On la croit pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle essaye de dire. Donc,
On ne s'attendait pas à grand-chose, mais la façon dont l'interrogatoire a été mené n'a pas permis de débloquer quelque chose du côté de Monique Olivier. Et en fait, elle s'est braquée plus qu'autre chose. Quand Monique Olivier a été condamnée à la perpétuité à la fin du procès, on a pu entendre de la frustration de la part de la famille d'Estelle Mouzin. Est-ce qu'on peut dire que c'est un procès qui n'a servi à rien finalement ? Je pense pas que ça a servi à rien, parce que c'est important que cette affaire soit jugée et qu'elle soit reconnue complice de l'enlèvement, du meurtre d'Estelle Mouzin. Non, c'est une reconnaissance pour la famille, mais on n'a rien appris de nouveau. Lors de sa plaidoirie, l'avant-dernier jour, l'avocat d'Éric Mouzin, le père d'Estelle, a dit « Vous ne sortirez pas indemne de cette audience. Dans cette salle, quand elle va se fermer, on entendra les cris de ces jeunes filles, ils rebondiront dans vos têtes. » Est-ce que toi, c'est une affaire auquel tu penses encore souvent ? Est-ce que ce procès t'a marqué ? Oui, ce procès m'a marqué déjà par le fait qu'il soit unique en son genre. Moi, j'avais jamais traité de procès de cette ampleur-là dans ma jeune carrière de journaliste. Et oui, d'un point de vue plus personnel, j'y pense souvent. J'habite pas très loin de Guermantes, donc parfois je traverse Guermantes et cette ville est naturellement pour moi associée à la disparition d'Estelle Mouzin. Je pense à tout ce qui s'est passé pendant ce procès, aux images qu'on a pu voir. Et je pense à Estelle aussi quand je suis dans le coin. Oui, c'est une affaire où on peut pas ne pas y penser, on peut pas l'oublier en fait. Elle reste, elle marque. Et justement, quand on passe 3 semaines dans une salle d'audience à entendre des horreurs, comment on fait pour pas craquer ? On peut craquer. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que même si on n'est pas directement concerné et le journaliste doit prendre de la distance, c'est tellement horrible tout ce qu'on entend à longueur de journée que ça nous impacte personnellement, parce que on n'est pas des robots, on a aussi des émotions. On se met pas du tout au même niveau victime, mais oui, c'est quand même quelque chose de particulier d'entendre tout ça et que ce soit notre quotidien pendant plusieurs semaines. C'est pas anodin. Aujourd'hui, où en est-on dans l'affaire Estelle Mouzin ? Est-ce que le procès a marqué un point final dans cette affaire ? Non, le procès, c'est pas un point final à cette affaire. Il y a une suite qui était très attendue par les parties civiles, par la famille d'Estelle Mouzin et particulièrement par Éric Mouzin qui a mené aussi un combat contre la justice et contre l'État directement. Il a déposé plainte contre l'État pour faute lourde et l'État a été condamné en septembre 2025 et a été reconnu coupable en fait de défaillance dans le traitement de cette affaire. Et donc on pourrait se dire que là, la boucle est bouclée, mais pas encore, puisque Éric Mouzin a déposé un recours directement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, pareil, pour faute lourde, et on attend le résultat de ce recours. Donc aujourd'hui, ça fait 23 ans qu'Estelle a disparu, mais le père, Éric Mouzin, mais aussi les journalistes, par votre travail, vous continuerez à faire parler de cette petite fille. On continuera tant qu'il y aura quelque chose à dire et même après, on continuera à suivre ce qui se passe parce qu'on est vraiment au plus proche de cette affaire. Vous venez d'écouter En première ligne, le podcast d'actu.fr qui vous emmène dans les coulisses des faits divers suivis par nos journalistes. Merci à Laura pour sa participation et merci à vous pour votre écoute.